Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour une partie de Great Western Trail version argentine. C'est le second opus du jeu d'Alexander Pfister dans lequel nous incarnons un éleveur de bovins qui cherche à améliorer sa production, ses troupeaux, pour les acheminer vers Buenos Aires, dans le cas de Argentine, et les vendre vers des villes européennes, euh, ce qui nous amène à rencontrer de nouvelles mécaniques de jeu, puisque cette fois, nous devrons non seulement acheminer nos troupeaux par le rail, mais également par voie maritime vers l'Europe, pour augmenter encore nos bénéfices et améliorer la rentabilité de notre entreprise d'élevage. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la mise en place du jeu. Elle est très semblable à celle de la version précédente, donc du volet Amérique de Great Western Trail, bien qu'il y ait quelques éléments de jeu supplémentaires. Les changements sont quand même assez visibles, vous le verrez. Et puis dans un second temps, on démarrera la partie. Bon, je pense que ça va nous conduire jusqu'à peu près à la moitié de ce temps de jeu. Et je pense aussi vous proposer une partie en 2 épisodes pour faciliter la gestion que j'ai derrière du montage et de la mise en ligne, comme vous le savez, si vous êtes habitué à la chaîne. Voilà, donc on y va tout de suite pour la mise en place. Alors en matière d'installation, si on a du nouveau matériel qui correspond au nouveau système de jeu que propose Argentine par rapport à Amérique, on a aussi globalement une qualité de matériel qui est nettement supérieure à la première version. Nettement supérieure déjà quand on observe la mise en place du matériel du joueur, on s'aperçoit tout de suite que les plateaux joueurs sont double couche et qu'ils nous permettent d'enchasser les jetons comme ça, de manière très efficace, que plus rien ne bouge. Donc ça, c'est très très appréciable et c'est vraiment un plus en matière de confort de jeu. On peut voir aussi qu'il y a plusieurs modifications, plusieurs ajouts en fait sur ce plateau joueur qui correspondent aux nouvelles mécaniques du jeu. Donc si on retrouve l'ensemble des actions précédentes, on a de nouvelles choses. Ici, on a les grandes gyros qui vont nous permettre, qu'on va rencontrer partout sur le plateau, à la place des zones dangereuses qu'on avait sur le plateau Amérique. Et ces grandes gyros vont nous proposer une nouvelle catégorie d'ouvriers, en fait. Donc ça, on découvrira. Ce qui va avec les grandes gyros, c'est, mais pas seulement, c'est aussi un stock de grains ici, donc sur lequel on va venir poser un deuxième petit cube, désormais. Avant, on n'en avait qu'un. Donc ces grandes gyros vont venir augmenter les capacités et les combinaisons, enfin les compétences de notre faction, on va dire. On a encore une nouvelle zone sur le plateau qui correspond à la force de travail en fait, donc qui est symbolisée par ces faux là. Et donc sur ces forces de travail, on va venir poser un disque pour bloquer ces capacités en début de partie. Autre modification importante du plateau, c'est cette zone-là, qui correspond au déplacement. Vous voyez que j'ai pas mis les disques, hein. Les disques vont venir se positionner classiquement dessus, mais là, on vient en plus ajouter un élément qui correspond au matériel supplémentaire d'Argentine. Alors là, j'ai sorti tout le matériel en vrac. Et donc, ce sont ces tuiles-là qui viennent individualiser en quelque sorte les plateaux, en tout cas adapter les plateaux à la configuration de jeu qu'on a choisie. Là, en solo, je viens poser cette tuile réservée au solo dans l'emplacement et du coup ça recrée le double couche et ça nous permet d'avoir des actions de déplacement qui sont adaptées au jeu solo. On retrouve les tuiles de bâtiments qui s'apparentent assez à celles qu'on a dans la première version du jeu. Bien sûr, elle propose de nouvelles actions qui correspondent aux nouvelles mécaniques. On retrouve la locomotive qu'on va placer tout de suite dans la capitale, donc Buenos Aires, là-bas sur le plateau, tout loin. Le plateau est très grand, hein, encore, comme sur la première version. On va retrouver notre figurine de cow-boy, mais cette fois, les figurines ne sont plus des meeples en bois colorés, mais des meeples en bois sur lesquels on vient poser un chapeau de couleur. Bon, ça on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai pas d'avis particulier là-dessus, c'est pas sans plus. Et il me reste un jeton. On en verra l'utilité dans un moment.
puisque on va avoir un autre emplacement sur lequel on va venir poser ce disque. Donc ça, c'était pour le plateau joueur. Ce que j'oublie, eh bien, à côté du plateau joueur, c'est qu'on vient créer une pioche de cartes de départ, donc de manière assez proche à ce qu'on avait dans Amérique. Là, on retrouve différents types de vaches de couleurs. La différence, c'est qu'on trouve ici aussi sur les vaches une capacité, une force qui peut être utilisée, une force de travail qui peut être utilisée dans certaines circonstances qu'on découvrira pendant le jeu. Donc là encore, une couche de mécanique supplémentaire. On va mettre notre deck ici. Au début de la partie, on pioche 4 cartes, comme dans Amérique. Voilà. Ce que j'oublie, non, j'oublie des choses au niveau des cartes d'ailleurs, je vais les remettre dans le deck, parce que ce qui vient se surajouter à notre deck de cartes quand on est joueur humain, ce sont de nouvelles cartes qui s'appellent des cartes épuisement. Alors on en a 20 ou 25. Alors il n'y a pas besoin de les mélanger, j'allais les mélanger, elles sont toutes identiques. Et donc ces cartes épuisement vont venir polluer notre deck au cours de la partie, on verra à quelle occasion. En attendant, en début de partie, on doit en ajouter un, et c'est ça que j'ai oublié, un dans notre deck de départ, ce qui fait que en tout début de partie, on a 15 cartes dans notre deck, et non pas 14 comme je le disais précédemment. On va se prendre 4 cartes pour former notre main de départ, et voilà. Donc évidemment, les races de vaches ont évolué. Donc on est sur des Patagonico pour les verts, des Niata pour les grises, des Hollando Argentino pour les blanches. Enfin, voilà. Donc là, on a des noms qui s'approchent de la thématique à consonance plutôt hispanique. Ce qui est assez sympa parce que ça change quand même l'ambiance du jeu, on va dire. En ce qui concerne le joueur Automa, eh bien, on retrouve ces disques qu'on met en réserve. Là, on va pas venir les poser sur un plateau joueur, cette fois. On retrouve sa figurine de cow-boy qui, en début de partie, est placée sur la zone de départ, là, ici. On retrouve sa locomotive qui va aussi sur Buenos Aires. On va la mettre là-bas, voilà. Hop, c'est vraiment loin. Et on retrouve son paquet de cartes. Alors, bien sûr, la différence, c'est que cette fois, ce ne sont plus des cartes qui sont imprimées depuis un fichier qu'on trouve sur Board Game Geek, mais ce sont des cartes qui sont fournies par le jeu. C'est-à-dire qu'on trouve un automa complet dans la boîte de jeu d'Argentina. Donc ça, c'est vraiment appréciable parce qu'on a du matériel qui est finalisé, quoi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va utiliser un petit cube bleu, on va voir tout de suite. Si on a les cartes et si on a toujours à utiliser du matériel joueur humain pour l'automa, on a cette fois du matériel spécifique encore qui vient s'ajouter. Comme les joueurs humains, l'automa dans cette version, puisque elle est fournie, bénéficie d'un plateau double couche, alors qui est un peu différent quant à lui, puisqu'on voit qu'il ne propose que 3 types d'ouvriers. Il propose aussi une échelle de blé qu'on va pouvoir manipuler. On a un jeton spécialité qui vient s'enchasser comme ça sur le côté du plateau et qui vient nous indiquer quelle est la spécialité en matière d'activité de l'automa. Et puis on a cette réglette là qui va nous donner des indications quant aux actions effectuées par l'automa quand il acquiert de nouvelles bêtes. En fait. Donc ça on le verra. Et c'est intéressant comme petite réglette parce que ça fonctionne extrêmement simplement. En plus, voilà, là, moi, je vais le disposer à la manière d'un écran et je trouve ça vraiment bien. Ça permet de gagner un peu de place aussi. Et puis, c'est plutôt confortable à l'œil. Le petit cube qu'on va utiliser, cette fois, on va plus... vous vous souvenez, dans la première version, on se servait du cube pour indiquer la spécialité. Là, c'est plus la peine. Hein. Donc, on va utiliser ce cube pour suivre le stock de grains de l'automa. On va mélanger ces cartes pour former son deck, comme nous. Lui, il n'a pas le main de départ, on piochera une carte à chaque tour. On verra quelle action il fait, ça c'est sa réserve de pions. Il a évidemment des tuiles de construction que je vais classer, bon je le ferai hors caméra ça, un peu comme nous. Et puis voilà.
Donc ça, ce sont les éléments classiques qu'on avait dans la première version, hormis le plateau et la réglette qui sont des ajouts. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément ajouté dans la version argentine pour l'automa? Eh bien, on a de nouvelles cartes ici qui nous permettent de jouer avec un automa de différents niveaux. Donc, on a les cartes avec les points verts ici qui correspondent à l'automa standard. On a les points orange qui correspondent à un automa de force, on va dire, avancée. Et puis, on a l'automa rouge qui correspond à une force difficile. Donc là, on va jouer en mode standard parce que le jeu n'est pas simple. Hein. On retrouve la même tension que dans Amérique. C'est peut-être même un peu accru à cause des nouvelles mécaniques notamment. On verra ça. Donc ces cartes, on les met dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Et on verra qu'il y a des moments bien précis durant lesquels on va manipuler ces cartes. Voilà. Donc là, pour le moment, je vais les mettre là pour les avoir en visu. Il est à noter que l'automa ne prend pas de carte épuisement dans son deck, il n'en prendra jamais lui. Hein. Les cartes épuisement en fait sont destinées uniquement aux joueurs humains et on va les poser ici, sous le plateau, à droite de l'emplacement, on met la pioche de vache pour le marché des bestiaux. Donc les pioches de vache sont de manière assez classique toutes les cartes qui seront à l'achat. Et le marché fonctionne de manière assez proche de ce qu'on avait dans la version Amérique, excepté le fait qu'on a un peu plus de cartes à révéler à 2 joueurs. Et tout est indiqué, alors c'est indiqué où? Voilà, c'est indiqué ici sur le plateau. Hop, à 2 joueurs, donc joueur humain contre Thomas, on va révéler 9 cartes et non plus 7, comme dans la version Amérique. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc je dispose la pioche vache à cet endroit. Et je révèle des cartes que je vais venir classer simplement dans le marché sous la zone appropriée. Donc on a une Chaqueño, bon, je sais pas trop prononcer l'espagnol, on a une Caracu. Alors ça, ce sont de nouvelles cartes de force 1 qu'on n'avait pas dans, dans la version Amérique. Encore une Chaqueño, une Franquiero, voilà, carte marron. Encore une Franquiero, une Serrano, encore une Caracu. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 2. On a une Blanco Orejinegro. Et enfin, une Serrano. Encore une Serrano. Voilà. On n'a pas de carte violette, donc qui sont les vaches les plus coûteuses. Ce qu'on remarque aussi sur les cartes, c'est qu'il y a une nouveauté, puisque là, on s'aperçoit que ces vaches, alors là, c'est un taureau en l'occurrence, ces vaches, ces bovins disposent d'une valeur de force, donc qui s'apparente à ce qu'on trouvait sur notre plateau. Plateau que je suis en train de bouleverser, puisque voilà, il y a un disque qui s'est sauvé. Ok, donc voilà, on a ce symbole de force de travail sur notre plateau et on le retrouve sur les cartes vaches. Et on le retrouve aussi sur nos cartes personnelles. Voilà pour ce qui concerne le marché. Sinon, de manière classique, on va disposer les tuiles de base, les tuiles neutres sur le plateau, sur les emplacements gris qu'on trouve un peu partout. Donc moi, là, pour cette partie, je vais les mélanger, je ne vais pas les mettre dans l'ordre du plateau. C'est ce qui est recommandé pour la première partie, mais j'ai déjà fait 3 parties du jeu. Donc voilà, première tuile, je vais poser celle-ci. Deuxième, celle-là. Troisième, celle-là. Quatrième, ici, là-bas. Cinquième, voilà. Je pose toutes les tuiles face visible. Et comme ça, on a un plateau qui est totalement complet avec des lieux et des actions de base accessibles aux joueurs dès le début de la partie. Donc bon, un plateau assez classique. Alors ce que j'aime bien, c'est les coloris qui changent complètement par rapport à l'ambiance qui était proposée dans Amérique. Là, on est sur des couleurs plus chaudes, plus jaunes.
Bon voilà, donc ça fait comme si on était dans un milieu, dans un écosystème différent. Sinon, sur le plateau, on retrouve les gares. Alors cette fois, les, le chemin de fer ne va pas de gauche à droite, mais de droite de Buenos Aires là-bas vers la gauche et il descend comme ça jusqu'au milieu du plateau. Et on va venir poser de la même manière des tuiles d'amélioration de gare sur les emplacements horloges qu'on retrouve sur le plateau. La différence avec la version Amérique, c'est que cette fois, le jeu propose 8 tuiles de démarrage et on va en utiliser que 5 pour cette partie. Donc là, je vais les mettre dans cet ordre-là. Voilà. On les révèle au hasard et puis on les pose directement. Alors on verra que ces tuiles, bien sûr, elles aussi, au même titre que les cartes et les différents jetons qu'on va trouver dans le jeu, proposent aussi une référence aux nouvelles mécaniques, mais ça on les découvrira au fur et à mesure. Voilà, donc si on a 8 jetons au départ, on en installe que 5, ce qui fait que cette variété des jetons propose une meilleure rejouabilité que dans la version précédente. En ce qui concerne le plateau central, on a quasiment fini l'installation du matériel de base. On va aussi reprendre et retrouver les cartes d'objectifs que je mélange en une pioche et que je révèle sous forme d'une rivière de cartes, de 4 cartes, voilà, sur la gauche du plateau. Donc là, on a nos cartes objectifs, on n'en a pas en début de partie. Je pensais, mais on n'en a pas en début de partie. Enfin, comme matériel de base, on a aussi des pièces de 5 et des pièces de 1, mais cette fois, ce ne sont plus des dollars, mais des pesos. Donc on peut apprécier encore l'aspect thématique. Et dans les ajouts en matière de jetons, on a ces jetons-là, qui sont des jetons de pioche et de défausse, que l'on peut gagner à certains moments, par exemple sur les plateaux joueurs ici, voilà. Quand on va recruter alors ça c'est pas un gaucho, je sais plus comment ça s'appelle, qu'on va recruter un cow-boy, disons version argentine, eh bien on va gagner ce jeton qu'on va venir poser un ouvrier là. Et bien sûr, ces jetons peuvent être dépensés pour effectuer une pioche et une défausse lors de notre tour de jeu. Et ça, on y reviendra. Donc, c'est encore une nouvelle couche de gameplay supplémentaire. Comme dans la version précédente, donc on a ici le marché. Ah ben non, ça va vraiment pas l'éclairage. Je vais l'améliorer tout de suite. Hop, voilà. On a le marché du travail que l'on va compléter en début de période, enfin en début de partie avec le jeton que l'on met sur son premier emplacement, là, sur la troisième ligne. À 2 joueurs, eh bien, on regarde ici 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Donc à 2 joueurs, on va compléter les 2 premières colonnes. Comment fait-on? Eh bien, c'est simple. On va tirer non pas des jetons C, mais des jetons B, je crois, pour compléter le marché au début de partie. Donc jeton B. Ok, on y va. Premier jeton. Donc, alors, ces ouvriers s'appellent des carpinteros, donc des charpentiers. Ces ouvrières s'appellent des maquinistas, donc les machinistes, c'est dans ce sens-là d'ailleurs. Ensuite, encore une maquinista. Alors on voit que les ouvriers, eux aussi, possèdent le symbole de force de travail. On verra que tout ça, ça vient se conjuguer à certains moments. Donc ça crée encore des combinaisons. Encore une maquinista, décidément. Et on va compléter, je crois. Bah non, si, on complète encore. Hop. Et là, cette fois, c'est, je sais plus comment on dit, je crois que c'est un estanciero. Voilà. Je crois que c'est ça le terme espagnol. Un estanciero, et on voit que lui aussi a un point de force. On va remarquer aussi que quand on recrute un ouvrier avec un point de force, on paiera un pesos de plus que lorsqu'on recrute un ouvrier sans point de force. C'est indiqué là. Chaque fois qu'on a un point de force sur un ouvrier, on paye
en plus 1 pesos par rapport au prix de base. On va aussi installer la zone des prévisions, donc pareil, en tirant 2 jetons B. Alors là, on retrouve vraiment la même structure mécanique que, enfin, la même structure de système de jeu que dans la version précédente. On va aussi prendre des jetons A. Alors cette fois, les jetons A, voilà, ça ce sont des Granjeros, dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des agriculteurs, quoi, qui viennent remplacer les zones dangereuses et les Indiens qu'on trouvait dans la version Amérique. Voilà, ce qui n'est pas gênant du tout. Ça amène d'autres systèmes de jeu. C'est différent. Enfin, on se sent vraiment dans un autre contexte. C'est intéressant. Voilà. Ensuite, on pioche des jetons type C. Hein, c'est rappelé derrière. Et on les pose ici également dans la zone réservée, comme d'habitude. Alors, les jetons de type C sont beaucoup plus éclectiques. On trouve à la fois des travailleurs, mais aussi des Granjeros. On verra que d'ailleurs, sur les Granjeros, apparaissent encore ce symbole de force de travail. Ce qui va amener d'énormes différences maintenant, c'est de nouveaux moyens de commercer les bovins. C'est-à-dire que là, non seulement on va pouvoir les expédier par voie ferroviaire, mais aussi on va pouvoir les expédier par voie maritime. Donc, au départ de Buenos Aires, donc, qui est situé sur la côte est, côte est ou côte ouest de l'Amérique, je ne sais plus, côte est, je crois. Oui, c'est sous le Brésil. Et bien là, on a cette géographie qui est rappelée, puisqu'on va venir disposer au mouillage les différents bateaux, les différents navires que nous allons pouvoir expédier, chargés de nos bovins, vers l'Europe. Donc comment fait-on? Eh bien, on a un certain nombre de bateaux au début qui sont tous marqués de ce symbole de départ là, qui est un soleil, et qu'on va venir placer selon leur valeur ici, qui correspondent aux chiffres présents sur les voiles, qu'on va installer dans l'ordre, comme ça, sur la droite du plateau. Voilà, donc on a 7, 6. Alors les valeurs ne sont pas croissantes de manière linéaire, il y a des écarts entre certains navires. Donc en tout, dans la boîte, il y a 18 navires. Mais on va en placer, je crois, 11 au début. On place tous les navires de départ. Et on verra ce qu'on fera du reste. Voilà, ça c'est pas un navire de départ parce qu'il n'y a pas le soleil. On va le mettre de côté. Ça c'est un navire de départ de valeur 0. Alors la valeur 0 correspond à ce qu'on avait comme valeur d'élevage sur les villes dans la version Amérique, notamment. Donc c'est la valeur qu'on va devoir réunir en matière de troupeaux pour pouvoir embarquer sur ces navires. Mais on verra que ça ne va pas suffire. Je regarde. Alors il nous reste un certain nombre de bateaux qu'on va mélanger et qu'on va mettre en pile face cachée en bas et qui seront révélés au fur et à mesure de la partie. Pour être tout à fait complet, eh bien si on va charger ces navires en partance pour l'Europe, eh bien on va aussi regarder ce qui se passe côté européen. Et donc c'est ce qu'apportent ces plateaux-là. On a 3 plateaux qui correspondent chacun à un port européen. Donc on a 3 ports de commerce. On a le port du Havre, on va venir disposer ici. On a le port de Rotterdam, Pays-Bas, et on a le port de Liverpool, au Royaume-Uni, qui vont être la destination privilégiée des navires, ce qui va nous permettre ainsi de commercer et de nous enrichir encore par l'exportation de nos différentes espèces de bovins. À 2 joueurs, on va utiliser ces jetons pour bloquer les emplacements centraux de chaque port, ce qui va augmenter la dimension concurrentielle qui intervient entre les joueurs. Voilà. Donc ça neutralise les emplacements centraux. Chaque emplacement central
correspond à une zone de livraison, et ces zones de livraison vont nous permettre de gagner de l'argent et des points de victoire. Le petit disque qu'on avait laissé de côté au départ vient être placé d'emblée, parce qu'on n'est pas des novices en matière de commerce vers l'Europe, va être placé d'emblée au port du Havre sur le quai numéro 1. Là, on a des numéros en chiffres romains qui correspondent au quai. Donc, on va être déjà présent sur le quai de déchargement numéro 1 du Havre. Par contre, on ne sera pas présent sur les quais de Liverpool et de Rotterdam. Pareil pour le gaucho, il va être aussi présent sur le quai numéro 1. Et on va voir que tous ces emplacements apportent, quel que soit le lieu, que ce soit un quai ou un quartier de la ville, soit nous rapportent des points de victoire, des capacités supplémentaires, des bonus ou de l'argent. Donc voilà, il y a aussi un petit jeu annexe ici qui s'opère au moment de la livraison. Et il y a des choix à faire, on verra que ces choix-là sont importants. Cette fois, on a mis tout le plateau en place. Alors on voit que ça a pris un certain temps. Bon, alors c'est sûr que c'est un peu plus long quand on filme et qu'on explique les éléments de jeu. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est que le jeu prend beaucoup de place quand même, hein. Là, on est à 2 joueurs et ma table qui fait, je vous le rappelle, 1,80 m par 90 est quasiment totalement couverte. Là, il me reste juste l'emplacement pour mettre la boîte. Là, j'ai un emplacement qui accueille les livrets de règles. Bon, ça, j'en ai pas besoin finalement. Mais voilà, quoi. C'est quand même un jeu qui nécessite beaucoup de place, donc c'est à noter pour ceux qui tiennent compte de ce paramètre dans leur choix. Je réfléchis, j'oublie quelque chose, je pense, oui, j'oublie quelque chose par rapport au gaucho, donc à notre adversaire. En début de partie, on va aller chercher dans la pochette B un travailleur, et ce travailleur va constituer un renfort que va accueillir tout de suite le gaucho sur son plateau, et ce qui va provoquer aussi le déclenchement de sa spécialité. Donc au début de la partie, là dans le cas présent, j'ai pioché une maquinista. Donc le gaucho va être spécialisé dans le transport ferroviaire. C'est pourquoi je mets son jeton là. Une fois cette installation faite, eh bien le jeu est tout aussi fluide qu'auparavant. Donc eh bien maintenant, il va nous rester simplement à nous lancer dans la partie. Alors, premier tour de jeu, à Argentina comme à la version Amérique, on est premier joueur. Donc, eh bien, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire, sachant que on a déjà toutes ces vaches. Alors, comme première action, comme premier lieu, on a un lieu qui ressemble à une station ferroviaire. Donc, on pourrait déplacer la locomotive d'autant de maquinistas qu'on détient. Moi, j'en ai qu'un pour l'instant, forcément, on est en début de partie. On peut réaliser une action double. Donc là, ça va pas m'intéresser forcément. Sur cette tuile-là, on peut déclencher une action de marché. Alors ça va m'intéresser, d'autant que en début de partie, ce que j'ai encore oublié, c'est que on a 7 pesos en tant que joueur humain. Par contre, le gaucho, lui, n'a rien. Il ne joue pas avec les pesos. On verra que il symbolise ça autrement, mais il n'a pas besoin de jouer avec les pièces. Il n'y a que nous qui utilisons la monnaie du jeu. Donc là, nous, on a 7, donc ça peut nous intéresser. Malheureusement, on ne pourra pas faire l'entièreté des actions proposées sur cette tuile parce que bien, je n'ai pas de vache de couleur noire. D'ailleurs, ah non, c'est Niata. Alors là, à l'écran, je ne sais pas si ça se voit, mais en fait, c'est pas noir, mais gris. Oh. Ouais, donc j'ai 2 Niata. Ce sont des vaches grises hein, et non pas noires, donc à ne pas confondre. Le noir est vraiment plus tranché. Donc bon, voilà, donc je pourrais pas faire cette action si je viens jusque là. Ça c'est sûr. En troisième position, je peux venir gagner pour la qualité de mon élevage un certificat et je peux éventuellement défausser. Alors ça c'est le symbole, c'est l'icône qui représente les Granjeros. D'ailleurs, j'ai encore oublié un truc en matière d'installation, c'est que en début de partie, je vais aller chercher dans la pochette A 5 Granjeros qui vont venir se répandre sur le plateau. Donc là, par exemple, je prends un Granjeros vert.
Donc les grandes gyros verts, je les mets sur les emplacements de grandes gyros verts. Et je les pose en priorité sur les emplacements qui ont le chiffre le plus petit. Donc là, c'est sur l'emplacement 1. Je vais en tirer un deuxième. Un deuxième, c'est un violet. Alors les violets sont là, plus à l'est. Pareil, je le mets sur le 1. Alors on verra que les grandes gyros ont, hormis ce niveau de force, ont aussi une valeur en argent. Et puis là, il y a un petit cercle au-dessus qui correspond à la zone où on vient poser l'argent que l'on donne quand on va les rencontrer, quand on va chez eux, puisque on peut considérer que dans notre voyage vers Buenos Aires, on sollicite les grandes gyros pour héberger notre troupeau, et donc eh bien faut payer. Et donc le paiement vient se placer sur le plateau, ce qui est une nouveauté par rapport à la version précédente. Là, on a un grand gyros orange, donc on le met là-bas. Là, on a un grand gyros violet encore. Alors, c'est le deuxième, donc on le met sur l'emplacement numéro 2. Il ne nous reste plus qu'un grand gyros à tirer. Orange encore, donc emplacement numéro 2 également. Voilà, donc là, cette fois, on a déjà des agriculteurs qui jalonnent notre parcours éventuel. Et on voit que ça suggère des chemins alternatifs aussi. Revenons à notre tour et au début de la partie, on choisit où on vient placer notre personnage, en fait. C'est-à-dire que je peux mettre mon cow-boy n'importe où sur le plateau, sur une tuile disponible. Donc moi, ce que je vais faire au début, c'est que je vais placer mon meeple sur une zone qui correspond à une action de vente d'une vache blanche. Alors les vaches blanches, j'en ai une en main, ça tombe bien. Et donc, oui, c'est une Orlando Argentino. Voilà. Donc cette vache, quand je la vends, donc je défausse sa carte, eh bien, je gagne 2 pesos que je mets dans ma réserve. Ensuite, je peux effectuer, alors là, ce sont les mêmes, sont quasiment les mêmes icônes que dans la version précédente. Je peux effectuer un recrutement avec un malus de coût de 0. Là, moi, ce qui va m'intéresser comme recrutement, c'est le recrutement de l'estanciero, là, pour un coût de 6. Mais attention, comme il a un point de force, je vais avoir un coût supplémentaire de 1, donc son prix va passer à 7 pesos. Heureusement, j'ai gagné un peu d'argent, donc je peux dépenser les 7 pesos de départ, mais il me restera les 2 pesos que j'ai acquis après la vente de ma première vache. Voilà, je vais dézoomer un peu. Donc, suite à cette action, je recrute ce premier estanciero. Je viens le poser comme d'habitude sur mon plateau, et comme je viens masquer cette icône, je vais récupérer ce bonus tout de suite. Et je récupère un bonus qui me permet de piocher. D'ailleurs, ce que j'ai oublié, c'est que j'en ai un aussi au départ comme les pesos. Donc ça me fait deux jetons de pioche. Ouais, vraiment, j'ai oublié plein de trucs, mais j'ai fait l'installation de mémoire, ce qui montre quand même que, sachant que j'ai fait 3 parties avant celle-ci, on assimile quand même facilement les éléments de jeu, mais bon, ouais, c'est vrai que sans suivre, j'en oublie encore certains. C'est vrai que c'est mieux de suivre la mise en place proposée dans le livret de règles, hein, puisque je ne vais pas parler du livret de règles, mais hormis une qualité irréprochable d'édition, en plus le livret de règles est exceptionnellement clair, et il est encore plus clair que dans la version précédente. Donc voilà pour notre action, et notre tour est terminé, donc maintenant on va passer, de manière aussi très classique, à l'action du gaucho, de notre adversaire virtuel. Donc pour ça, on va piocher une carte. Cette carte va nous emmener alors oui, je fais l'action, oui, c'est ça. Va nous emmener 3 lieux plus loin, c'est-à-dire que le gaucho va se déplacer assez vite. 1, 2, 3. Alors lui, il sélectionne toujours le chemin le plus court, hein, comme dans la version précédente. 1, 2 et 3. On ne va pas passer par ce chemin-là où il y a plein de banderos qui sont disponibles. Son action va consister justement
à défausser un Grand Gyros. Alors pourquoi? Parce que pour nous, c'est des points de victoire potentiels, on verra à ce moment-là. Et lui, quand il défausse un Grand Gyros, eh bien, il va choisir les Grands Gyros, notamment la série où il y en a le plus. Donc là, on a 2 violets et 2 oranges, donc c'est un des deux. Et il va choisir le Grand Gyros avec la plus grande valeur en pesos. Donc là, notamment, on a le 0 et le 1. Donc bon, bah, ça fait, si on avait choisi entre ces deux-là, on défausserait celui-ci. Et on a aussi le Grand Gyros dans la série orange, là, qui rapporte 3 en pesos. Ah, mais je me suis trompé d'ailleurs. Pas du tout. 3 en pesos, non. Je me suis trompé d'emplacement. Le 1 était là. Donc je change d'emplacement. Et donc du coup, c'était même dans l'autre sens. Donc du coup, là encore, il a le choix entre une valeur de 0 ou de 1. Quand il y a égalité, en fait, le Grand Gyros, alors je ne sais plus si je l'ai vu dans la règle, mais ce qui me semble le plus logique, c'est que on défausse celui qui est le plus près du joueur. Donc on va défausser ce Grand Gyros là. Là, à cause de cette icône, on va retirer ce Grand Gyros de la partie. C'est-à-dire que les points de victoire que pouvait représenter ce personnage sont définitivement écartés du jeu. On ne pourra plus les gagner. Deuxième icône, enfin troisième icône à appliquer, c'est celui-ci. On voit que c'est un sac de grains avec un X ici. Le X est une valeur variable qui dépend de l'avancement de la partie et de la carte de situation. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette carte. En tout cas, de la carte que l'on a mis en place au début de la partie. Donc là, on voit que le X égale à 1, ce qui signifie que durant ce tour, le gaucho gagne un sac de grains. Donc je déplace le cube sur le 1 pour montrer qu'il a en stock un sac de grains. C'est la fin du tour de l'automa. Il a fait son action, il a fait toutes ses actions. C'est un nouveau tour pour nous. Alors ce que j'ai oublié de faire précédemment, c'était de reconstituer ma main de cartes. Alors l'ordre du tour est très simple, hein, puisqu'il est rappelé sur le plateau des joueurs. Lors du tour, donc phase A, eh bien c'est les déplacements. Donc là, je peux me déplacer en début de partie de 3 lieux maximum quand je suis déjà sur le plateau. Je pourrais aussi, au cours de la partie, débloquer des déplacements supplémentaires. Ensuite, j'effectue les actions du lieu où je m'arrête. Et enfin, je reconstitue ma main de carte. Voilà pour le turn order. Donc là, c'est à nous, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lieu disponible? On a un lieu ici qui nous permet de vendre une vache verte et qui, en fonction du nombre de carpinteros dont on dispose, donc les carpinteros, ce sont les charpentiers, ceux qui nous permettent de construire les bâtiments. Ils remplacent les manœuvres de la version précédente, de la version de base. Et donc ces carpinteros, contre un salaire de 2, nous permettent de construire des bâtiments. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais me déplacer de 1. Alors est-ce que je suis dans la bonne direction là? Ah bah non, je suis pas dans la bonne direction, j'allais me déplacer de gauche à droite. Or là, on va directement vers le haut. Oui, les flèches l'indiquent. Donc là, je peux me déplacer par là finalement. Donc là, l'action dans ce bâtiment, c'est de récupérer une carte objectif, de faire une action de plateau et d'avancer de 1 ma locomotive. Ou alors, je peux vendre 2 cartes identiques pour 2 et déplacer ma locomotive d'autant de maquinista dont je dispose. J'ai qu'une maquinista. Je vais essayer de récupérer une carte objectif parce que j'en ai pas. Donc je me déplace de 1 lieu. J'ai fini mon action de déplacement. Pour récupérer une carte objectif selon cette icône, eh bien je choisis dans la rivière. Voilà, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Dans un premier temps, je vais récupérer... Ouais, je vais récupérer cette carte. Alors, les cartes objectifs fonctionnent de manière un peu particulière dans Argentine, puisque on va les récupérer. Comme dans la version précédente, on va les mettre dans notre défausse, et quand on les piochera au moment de reconstituer notre main, on pourra effectuer une action et les mettre en jeu ou pas. Ça, c'est en fonction de ce que l'on va faire. On verra à ce moment-là.
Comme j'ai manipulé les cartes, je réalimente la rivière. Et là, donc j'ai un nouvel objectif qui permet de gagner 3 points de victoire si je réalise l'objectif. Bien sûr, à chaque fois, j'ai un bonus si je réalise l'objectif, j'ai un malus si je ne réalise pas l'objectif des cartes mises en jeu. Donc ça, c'était pour la première partie de l'action. Deuxième partie de l'action, eh bien, je peux activer une action de mon plateau. Donc, activer les actions de son plateau, c'est simple, c'est les actions débloquées. Donc là, je peux récupérer un pesos, piocher et défausser une carte. Je vais pas faire ça. Je vais récupérer un pesos. Voilà. OK. Pourquoi je ne pioche pas de cartes, sachant que j'ai 2 cartes identiques? C'est parce que derrière, je vais pouvoir m'en débarrasser des cartes identiques là. Donc je pourrais renforcer ma valeur d'élevage, comme on va le voir. Il me reste comme action sur cette tuile de pouvoir déplacer ma locomotive de 1. Donc là, on part de Buenos Aires pour s'engager sur le trajet vers les premières gares. Alors les gares desservent non pas des villes, mais la Pampa, hein, voilà, pour avancer au cœur du pays. On a fini notre action, je pense. Donc là, j'ai pas joué de carte, donc j'ai pas de main à reconstituer. C'est au Gaucho. On pioche une nouvelle carte. Donc là, on regarde. Il va se déplacer d'autant de cases, enfin d'autant de lieux qu'il a de maquinista. Or, les maquinistas, c'est sa spécialité, donc il a 2 lieux. D'ailleurs, on le voit. Hein. Donc il se déplace de 2 lieux. Alors, il déplace son cowboy de 2 lieux, donc 1, 2. Et en plus, il va réaliser l'action liée à sa spécialité, c'est-à-dire qu'il va lancer sa locomotive à pleine vapeur et qu'il va la déplacer, là encore, de 2 lieux, enfin de 2 tronçons de rails, ce qui fait qu'il va nous dépasser. Donc 1, donc là il est sur la même case que nous, donc il avance automatiquement, donc c'est toujours 1, et 2, donc ça veut dire qu'il est déjà au tronçon numéro 3. On verra qu'ici il y a des petites zones sur lesquelles on trouve un personnage et une direction vers le 1, donc des lieux de transaction à Buenos Aires. On reviendra sur cette mécanique un petit peu plus tard dans la partie. Allez, nouveau tour pour nous. Donc on a toujours cette main de cartes là, où on a 2 cartes identiques de Niata. Donc on va en tenir compte, on va simplement se déplacer de 1 en phase A. Voilà. Ce qui nous permet de parvenir sur ce lieu. Là, c'est un lieu de transaction, donc on va pouvoir vendre 2 vaches identiques. Donc justement, nos 2 Niata sont vendus. On les défausse. On récupère 2 pesos. L'argent est important hein, dans ce jeu. Et puis, on va avancer notre locomotive d'autant que de maquinista, on n'a qu'une maquinista, donc notre loco avance de 1. Alors, est-ce que ça m'intéresse de parvenir à la gare avant notre adversaire? Oui, parce que ici, on peut récupérer du grain, et le grain est très très important, on le verra, pour embarquer nos bovins sur les bateaux. Donc, c'est une monnaie d'échange, en fait. Donc, il va falloir que j'en tienne compte et que j'essaye d'améliorer cette gare avant lui pour prendre le jeton. Hein. Parce que s'il arrive avant moi, lui, il retourne le jeton, il le prend pas, mais il neutralise le bonus, en fait. J'ai utilisé des cartes, donc je vais repiocher en espérant tomber. Ah, bah alors malheureusement, je vais tomber sur une carte épuisement. Alors c'est grave et c'est pas grave. Disons que ça m'empêche de récupérer des points d'élevage, puisque ça vaut 0. Et je prends une deuxième carte, et c'est une Fronterizzo. Donc on voit, c'est une carte noire. Ici, on voit bien qu'elle est bien noire par rapport aux grises de tout à l'heure. Et l'avantage, c'est que là, je vais avoir 6 en élevage quand même. Donc c'est mieux que tout à l'heure, puisqu'avec les niatages, avec une valeur de 1, donc en tout j'avais 5, là j'ai 6, donc finalement je m'en sors pas trop mal. En plus, on va voir qu'on a moyen de se défausser de cette carte qui vient un petit peu polluer notre deck. Voilà, c'est la fin de mon tour. Ce que je vais faire là, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est sur la partie, que j'ai fait la mise en place, la présentation et tout, je vais m'arrêter là pour mettre en ligne ce premier épisode, et puis on reprendra la partie rapidement derrière dans un second épisode. Donc en attendant de vous retrouver pour la suite de la partie, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous exprimer sur
cette nouvelle version de Great Western Trail. En attendant, je vous souhaite de passer de belles journées. Je vous embrasse. Salut!